Voilà, ça va être bon normalement. C'est bon. Ça devrait être bon dans quelques secondes. C'est bon. Je vais la partager. Ok, alors. Attends, peut-être que tu la partages 2 minutes, juste que tu la mettes. Tu la vois pas? Si, mais je peux pas partager dans les minutes. Je peux pas partager la mail, peut-être que je peux le faire. Alors, je vais prendre 2 minutes. Je peux partager sur la page. Attends, je vais voir si je peux. Je sais pas. Partager sur une page, peut-être. Sur la page, c'est bon? Ok. Ok, on y va. Alors, je vais partager mon écran. Bonjour tout le monde, du coup, et bienvenue à nouveau pour notre événement VG Cantine qui continue cet après-midi. On est ravis de commencer cet après-midi par une conférence sur comment porter politiquement des menus végétariens à la cantine. Je vais vous partager mon écran pour commencer. Je suis donc Sarah Champagne, responsable de la campagne VG Politique à l'Association végétarienne de France. Alors, est-ce que je ne sais pas si on voit mon écran là, comme si on le voit bien. Je ne suis pas sûre qu'on le voit très bien. Je pense que je vais peut-être... On le voit, mais pas en pleine page. Ouais, c'est ça. Alors, je vais peut-être... hop, je sais pas comment je peux le faire là. En bas à droite sur le PowerPoint pour le mettre en plein écran. Ah, voilà. c'est ça. Alors, qu'est-ce que normalement... Ah oui, d'accord, ça va être ça. Normalement. Un petit peu plus à gauche. Un peu plus à gauche. Voilà, celui-là. D'accord, merci. Ouais. Top, génial. Alors, parfait. Donc voilà, moi je suis responsable de la campagne VG Politique à l'Association végétarienne de France. Et dans le cadre de cette campagne, suite aux élections municipales, on suit les villes engagées pour instaurer des menus végétariens dans leurs cantines. Et on est donc ravis d'accueillir pour cette conférence 4 élus engagés. Alors, une qui va nous rejoindre. On accueille tout d'abord Gauthier Chapuis, qui est élu à Lyon sur la résilience alimentaire. Marie Massard, qui est élue à Montpellier. Ludovic Brossard, élu à Rennes. Et puis, on aura donc Dominique Dutartre, élu à Chartres, qui va nous rejoindre dans les prochaines minutes, a priori. Je vais commencer cette conférence par vous présenter un peu l'avancée de nos campagnes, le suivi des villes engagées, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait concrètement à l'AVF avec ces villes, et puis la campagne pour les élections régionales de juin qui arrivent. Je vous présenterai rapidement où est-ce qu'on en est. Et ensuite, voilà, on aura un temps d'échange avec nos élus locaux engagés sur leur retour d'expérience dans leur ville, sur peut-être des questions techniques, des questions culturelles, des questions plus politiques sur vraiment comment engager un récit collectif sur les menus végétariens, sur la transition agroécologique, etc. Donc, on y reviendra dans une deuxième partie. Alors, sur le suivi des villes, pour vous présenter un petit peu nos campagnes, pour les élections municipales de 2020, l'AVF a demandé à tous les candidats et les candidates des 20 plus grandes villes de France de s'engager sur 2 mesures phares. La première, c'était la mise en place d'une option végétarienne quotidienne dans les cantines scolaires. Et la deuxième, de s'engager sur 2 menus hebdomadaires végétariens pour tous, donc dans les cantines scolaires également. Suite à cette campagne qu'on a menée donc avant les élections entre mars et juin, on a été assez positivement surpris par le succès en fait de notre campagne, puisqu'on a eu beaucoup d'engagements partout en France. On s'est focalisé sur les 20 plus grandes villes pour des questions de moyens humains, on va dire, mais ensuite on a eu d'autres villes suite aux élections qui ont voulu s'engager avec nous également. Donc un vrai succès, on va dire, sur cette campagne-là.
Et concrètement, suite aux élections, sur les 20 villes, il y en a eu 12 dont la majorité municipale s'est engagée avec nous. Et les autres qui ont eu des conseillers municipaux d'opposition, là aussi engagés et prêts à apporter dans la limite de leur capacité politique ces mesures-là. Donc voilà, on a été très contents déjà en juin et à partir de juin, on a pu vraiment entamer un suivi concret, technique sur le terrain des villes en les accompagnant avec nos différentes ressources. Dès juillet, on a édité un livret de recettes végétariennes adapté à la restauration collective. On a ensuite édité un guide diététique, donc vraiment à destination des diététiciennes et des nutritionnistes. On a fait là, très récemment un manuel pour les élus locaux que je vais vous présenter, en fait, qui n'est pas encore édité, enfin, qui va l'être dans les prochaines semaines et je vous le présenterai en avant-première dans quelques minutes. Et enfin, voilà, on a eu des rendez-vous réguliers avec les acteurs et actrices de la restauration collective, que ce soit les élus locaux, que ce soit les diététiciennes, diététiciens, nutritionnistes, cuisiniers, cuisinières, etc., pour vraiment essayer d'apporter un soutien concret à cette transition alimentaire et de répondre à leurs besoins avec toutes nos ressources et avec notre expérience pour essayer que cette transition se passe pour le mieux. Alors là, je vous ai mis quelques images de notre campagne pour les municipales. En fait, on avait édité une charte, du coup, pour proposer aux élus de s'engager en cochant les cases sur l'option quotidienne et les menus bi-hebdomadaires. Et voilà, on a eu des soutiens de candidats dans toutes les villes. Là, c'est une photo avec Daniel Simonet à Paris, Éric Piolle, le maire de Grenoble. En bas, on a Nathalie Dehan, donc à Lyon, qui s'était engagée. Il y avait plusieurs candidats et futurs élus à Lyon qui sont engagés avec nous, dont Gauthier Chapuis, qui est avec nous aujourd'hui. Et à gauche, en bas, on a Pessac aussi, la candidate écologiste qui s'était engagée. Voilà, donc différentes villes de différentes tailles. On a aussi l'engagement de Violette Spilebous, qui était la candidate En Marche de Lille. Donc voilà, différents partis aussi. Enfin, c'était vraiment un engouement assez important et on était contents. Et c'est vrai que ça reflète d'ailleurs l'évolution du débat sur les menus végétariens aujourd'hui, avec de plus en plus d'engagement. On va y revenir tout de suite. Alors, avant d'y revenir plus concrètement, je voudrais vous présenter donc, notre guide, notre manuel pour les élus locaux sur vraiment comment mettre en place des menus végétariens à la cantine quand on est responsable politique, quelle stratégie mettre en œuvre. C'est un manuel qu'on a mis plusieurs mois à construire, qui fait suite à notre expérience de terrain et puis aussi nos rencontres avec des élus qui nous ont donné leurs conseils, leur expérience à eux-mêmes. Et en fait, on a identifié 8 points essentiels que je vous ai mis ici. Donc, je vais passer assez vite, hein, puisque ce manuel, on vous le renverra. De toute façon, si vous êtes élu, on vous l'enverra. Et puis, si vous êtes citoyen intéressé, on vous en parlera plus dans les prochaines semaines, de toute façon. Mais voilà, si on reprend vraiment les 8 points essentiels qu'on a identifiés, tout d'abord, avant de commencer toute politique, il faut effectuer un état des lieux et identifier ses marges de manœuvre. Vraiment pouvoir collaborer avec les différents acteurs et actrices de la restauration collective. Ensuite, connaître et déconstruire les idées reçues. Différentes idées reçues, donc, que ce soit sur les agriculteurs, sur l'élevage, sur la santé des enfants, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont souvent ancrées dans les imaginaires et qui pourtant sont fausses. Troisième point, construire un projet de transition agroécologique autour du végétal. Et ça va avec le 4e point aussi, construire un récit enthousiasmant qui mobilise. En fait, ça, c'est vraiment fondamental pour les élus. C'est vrai que c'est la question du récit, justement, de la mobilisation autour d'un projet, finalement. Il y a tout un imaginaire et un dialogue à construire. Et ça va, encore une fois, avec le 5e point, sur la collaboration avec tous les acteurs du terrain, qu'ils soient agriculteurs, diététiciens, cuisiniers, usagers, parents d'élèves, comment travailler avec eux, comment dialoguer, comment s'en faire des alliés.
Voilà. Il y a ensuite, bien sûr, la question de la formation des personnels, parce que ça, c'est quelque chose qui manque vraiment beaucoup sur le terrain et les élus ont un rôle à jouer là aussi. Ensuite, rejoindre les réseaux d'élus engagés auprès de l'AVF, puisque nous, en fait, on a monté ce réseau-là qui permet de mettre en lien les élus de différentes villes qui auraient des problématiques communes ou qui pourraient s'entraider. Et enfin, assurer une communication efficace auprès des usagers. On y reviendra aussi avec la deuxième partie avec le débat avec nos élus. Parce que c'est vraiment essentiel, la question de l'information. Voilà, comment avoir une information sourcée et claire, en fait, pour pouvoir adhérer à ce projet-là. Donc, c'est un manuel qu'on est ravis de vous présenter aujourd'hui en avant-première. Alors... Je voudrais aussi vous montrer à quel point l'engagement des élus est de plus en plus fort. En fait, en ce moment, il y a quelques semaines, on a eu une tribune dans Libération signée par 80 élus et responsables, ou acteurs et actrices de la restauration collective pour demander que la loi climat intègre une option végétarienne quotidienne et dans toutes les structures de restauration collective. Et c'est des élus locaux engagés qui ont déjà mis cette mesure en place ou qui sont en train de la mettre et qui vraiment disent que c'est possible et c'est faisable et c'est même enthousiasmant finalement comme mesure. Autre chose, on a publié récemment une étude qui montre la réalité de terrain sur l'option végétarienne quotidienne et qui montre qu'en fait, il y a 200 villes au moins qui ont déjà en place cette option-là. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de faisable et qui est de plus en plus développé. Et on est très content de cette évolution-là. Alors, avant de laisser la parole à nos invités, je vais vous présenter rapidement notre campagne pour les élections régionales qui ont lieu en juin. Donc, et depuis là, quelques mois, on a travaillé sur des propositions à proposer, à soumettre aux candidats dans toutes les régions de France, du coup. Et on a intégré notre proposition essentielle du menu végétarien dans les cantines, mais on est aussi allé plus loin, sachant que les régions ont un pouvoir important du point de vue agricole. On a voulu vraiment défendre la résilience agroalimentaire et donc on a collaboré avec différentes associations comme le réseau Action Climat et les greniers d'abondance sur la transition agricole, donc en proposant 8 mesures que les élus régionaux pourront mettre en place, qu'il s'agisse de la structuration des filières agricoles, de l'installation des agriculteurs, des cantines scolaires, du compostage. Enfin voilà, on a vraiment essayé de penser ça pour que ce soit un tout en fait, un projet global finalement d'agriculture et d'alimentation sur le territoire et que ce soit durable et écologique. Tout au long de la campagne pour les élections régionales, on va vous proposer des conférences débats, des ateliers d'échange, des formes de mobilisation aussi si vous êtes un citoyen ou une citoyenne qui veut s'engager avec nous. On va vous proposer des manières de le faire, par exemple avec des vidéos témoignages ou en partageant nos contenus. Enfin, il y aura des moyens aussi de mettre la pression sur vos candidats pour qu'ils s'engagent avec nous. Donc voilà, on reviendra vers vous aussi si vous êtes intéressés, mais n'hésitez pas à nous le dire déjà dans le chat Facebook là, pour qu'on le sache et qu'on vous recontacte ensuite. Alors, voilà, alors ça c'est notre charte, c'est peut-être là, avec à nouveau une feuille pour que les candidats puissent s'engager. Alors maintenant, on va passer au retour d'expérience des élus locaux qui sont avec nous. Je vais arrêter de partager mon écran et je vais juste prendre 2 minutes pour voir, je sais que Dominique Dutartre de Chartres m'a dit qu'elle arrivait, donc je vais peut-être prendre 2 minutes pour lui envoyer le lien. Alors, une seconde.
Bon, Dominique Dutart de Chartres va sûrement nous rejoindre dans quelques temps. Je vais envoyer le lien. En attendant, donc, je suis ravie d'accueillir nos élus locaux qui sont déjà là. Ah, bah voilà, Dominique Dutart arrive. Parfait. Juste au bon moment. Voilà. Alors, Ludovic Brossard, je vous ai déjà présenté, vous êtes élu à Rennes en charge de l'agriculture urbaine et de l'alimentation, si je ne dis pas de bêtises. Et de l'alimentation durable. Des alimentations durables, voilà. Marie Massard, pareil, élue à l'agriculture et à l'alimentation à Montpellier. Politique alimentaire et agriculture urbaine. Super. Alors Gauthier Chapuis, je vous laisse dire peut-être, mais c'est un peu pareil. Alimentation locale et sécurité alimentaire. Mais ça revient à peu près au même, oui. Et merci. Et donc Dominique Dutart qui nous a rejoint. Est-ce que Dominique, vous nous entendez? Je vous entends, mais j'arrive pas à me connecter au niveau de ma caméra. Je suppose que vous ne me voyez pas. Normalement, ça doit être bon. Ok, attendez, oui, voilà, ça y est. Voilà. Bonjour. Bienvenue Dominique, merci d'être avec nous. Vous êtes agente à l'éducation à la ville de Chartres, du coup. Voilà, tout à fait. Merci. Alors, merci d'être avec nous, à vous tous. On a plusieurs questions à vous poser. Déjà, je voudrais vous dire que vraiment, nous, on vous a invité parce que vous représentez des villes exemplaires qui ont, depuis plusieurs mois ou plusieurs années, mis en place une option végétarienne quotidienne dans les cantines ou alors qui s'apprêtent à le faire, comme à Lyon. Voilà, à Montpellier, vous avez mis en place l'option en janvier. À Rennes, c'était en septembre et à Chartres aussi. Donc, vraiment, on trouve ça génial que vous ayez un tel engagement dans votre ville et on voudrait discuter avec vous de votre retour de terrain, quelles sont vos expériences, est-ce que vous avez connu des obstacles éventuels, quelles sont les réussites que vous aviez anticipées ou non. Est-ce qu'il y a des choses, des conseils que vous voudriez donner aussi à d'autres élus qui hésiteraient à se lancer dans l'aventure de la transition alimentaire végétarienne? Donc, peut-être avant d'entrer dans le débat, vous pourriez nous présenter un peu vos politiques, chacune de votre tour, et dire rapidement quels ont été les motifs de votre décision, et puis il y a des choses à retenir particulières. Peut-être Dominique Dutart, je vois que vous avez votre micro ouvert. Peut-être que vous allez commencer. Ok, écoutez, bonjour à tous déjà. Ce tour de table de personnes que je ne connais pas. Ravi de faire votre connaissance. Mais nous, ça a été une décision qui a été quand même mûrie progressivement. Et on l'a prise pour différentes raisons. D'abord parce qu'on passait sur le plan de l'agglo, la restauration collective passait de 5 000 à 10 000 repas, etc. Et on en a donc profité, on en avait 2 000 sur Chartres, on en a donc profité pour un petit peu tout analyser. Et puis, on s'apercevait qu'on avait de plus en plus de profils différents, et notamment dans les cantines scolaires, avec de temps en temps des sujets qui pouvaient créer ou bien débat ou bien polémique. Et donc, petit à petit, on est arrivé à ce choix de dire il faut qu'on propose, nous, on ne propose pas que du végétarien. Tous les jours, les enfants ont le choix, les familles ont le choix entre un repas végétarien, enfin c'est même pire que ça puisqu'on propose nous deux entrées au choix, dont une végétarienne, etc. jusqu'au dessert, le plat, le produit laitier et le dessert. Et donc voilà, on a fait ça pour effectivement arriver à concilier un petit peu tous les profils, végétariens, végétaliens, véganes, sans porc, etc. Donc ça nous ça nous permettait de cette façon-là de mettre fin au débat culturel et cultuel. C'était une des premières choses. Et aussi, on voulait placer l'enfant au cœur du choix de son éducation alimentaire. Et tout ça, bien sûr, dans le profond respect de l'équilibre diététique. Mais ça, on en reparlera, je ne vais pas monopoliser. Merci beaucoup pour cette présentation. Marie Massard, allez-y. Oui, alors à Montpellier, du coup, juste pour donner le contexte aussi, donc on est en gestion directe avec 15 000 repas par jour.
Donc l'option, on avait déjà, enfin il existait déjà une option, enfin une fois par semaine le menu végétarien, dont une fois sur 2 sans protéines animales. Donc ça c'est quelque chose qui existait déjà, qui avait déjà été mis en place par l'équipe, par les techniciens. Et on l'a pérennisé quand on est arrivé, on a passé une délibération pour pérenniser cette expérimentation qui était une bonne chose. Et ça a été vraiment un terreau favorable pour pouvoir mettre en place l'option quotidienne végétarienne. J'insiste là-dessus parce que je pense qu'il faut faire attention et pas forcément aller trop vite. Nous, on a pu aller vite parce qu'on bénéficiait déjà de ça. Donc, il y avait déjà une certaine sensibilisation à la fois auprès des équipes, mais auprès des enfants aussi. Il y a déjà des campagnes de com qui avaient été faites. Donc, ça nous a permis de le passer. Alors, on aurait aimé quand on est arrivé, c'est quelque chose qu'on avait dans le programme. Hein. Donc, moi, je suis arrivée nouvellement dans ce mandat. C'est quelque chose qu'on avait dans le programme et qu'on souhaitait fortement mettre en place. Et c'est vrai que du coup, quand on est arrivé aux responsabilités, on a demandé, on voulait que ce soit mis en place le plus rapidement possible. Et les techniciens de la cuisine centrale nous ont dit, on peut le mettre en place rapidement, mais ça veut dire mettre des produits ultra transformés parce qu'on n'est pas prêt aujourd'hui. Donc, du coup, ça, je n'ai pas souhaité. J'ai dit non, l'idée, c'est pas de mettre en place des menus ultra transformés. Donc, dites-moi de combien de temps vous avez besoin. Ils m'ont dit, a priori, à la rentrée du mois de janvier 2021, ça devrait être possible. Donc, pendant l'été, ils ont créé 13 recettes pour pouvoir être prêts, et enfin des recettes supplémentaires, parce qu'ils en avaient déjà un certain nombre, pour pouvoir être prêts en janvier. Donc, on l'a mis... Peut-être je reste là pour le moment et après, je pourrais expliquer la démarche et les retours. Après, juste sur ce qui est en place aussi, peut-être, c'est il y a déjà en place aussi des outils pédagogiques pour les enfants, comme par exemple ce livret pédagogique qui est dans certaines, pas dans toutes les écoles, mais qui est dans certaines écoles. Et puis, les menus, donc on a les menus qui sont édités, et les dos de menus sur lesquels on fait des communications à la fois avec des recettes et à la fois des actions de sensibilisation, notamment pour les menus végétariens. Ouais, merci beaucoup. On y reviendra effectivement sur la communication, parce que je sais qu'à Montpellier, ça a été un point très important dans votre politique, mais on y reviendra tout à l'heure. Ludovic Brossard, peut-être, sur Rennes, comment vous avez fait? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et puis très heureux d'intervenir auprès de mes collègues. J'en profite pour apporter mon soutien à Gauthier, là, qui était sous le feu des critiques. Mais tu avais tout à fait raison et tu as toujours raison. Sur Rennes, où on part depuis le dernier mandat, en fait, on a commencé à s'intéresser à produire une alimentation de qualité dans notre cuisine centrale, parce qu'on a la chance d'avoir une cuisine centrale où on est à 12 500 repas jour, 11 000 pour les élèves des écoles primaires. Donc, on a travaillé ça depuis le dernier mandat avec la mise en place d'un plan alimentaire durable dont on va mettre en place une deuxième version. Ah. On ne vous entend plus, Ludovic. Ah. Non. Il y a eu un problème de connexion, mais Ludovic Brossard devrait se reconnecter. Ludovic, est-ce que vous m'entendez? Ouais, je vous entends, je suis de retour. Hein. Vous voyez, le débat sur la 5G n'est pas encore tranché sur Rennes également. On en a parlé ce matin, effectivement. Ouais. Problème de connexion, vivement la 5G. Hein. Non, mais simplement en introduction, dire que effectivement, les plats, le plat végétarien, on a commencé à le mettre en place en 2018. Le plat hebdomadaire en 2018, et depuis octobre 2020, on a mis en place une alternative végétarienne quotidienne. On a à peu près 800 enfants qui sont inscrits à cette alternative végétarienne. Et pour remettre un petit peu dans le contexte, ce que je souhaite développer sur ce mandat-là avec Nathalie Lapéry, la maire de Rennes, c'est vraiment une démocratie alimentaire, c'est-à-dire à la fois de travailler sur les enjeux d'accessibilité à l'alimentation durable, de qualité locale. Donc ça, c'est ce qu'on fait via la commande publique dans le cadre des plats qu'on propose dans les cantines scolaires, via aussi le développement
d'une agriculture urbaine, parce qu'il nous reste encore beaucoup de terres agricoles sur Rennes et autour de Rennes. Et puis, c'est de développer une citoyenneté alimentaire, justement, en se reposant sur des espaces de production, de consommation, de distribution d'une alimentation bio locale. Donc, à travers toute cette politique-là, on essaye de mettre en place une véritable démocratie alimentaire à l'échelle de Rennes. Merci beaucoup, c'est super intéressant de voir que c'est vraiment un projet global quoi, sur le territoire. Gauthier Chapuis, peut-être pour terminer cette présentation. Oui, en fait, au travers des interventions, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Déjà, effectivement, l'alimentation, et la végétalisation de nos assiettes, c'est un enjeu sanitaire, réduire la consommation de viande. C'est un enjeu environnemental et climatique. Et c'est aussi un enjeu de justice sociale, en fait. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, des populations qui sont peut-être moins aisées mangent de la viande et en quantité plus importante en fait, et souvent de moins bonne qualité. Donc de travailler sur la restauration collective, c'est un triple enjeu finalement, et c'est un enjeu aussi d'entraînement de toute une société. Et ça, on pourrait peut-être y revenir. Simplement un élément de contexte sur Lyon, du coup, nous, c'est presque 30 000 repas jour que l'on sert. On a une cuisine centrale pour faire ça, qui est en liaison froide sur les autres établissements, et qui est en contrat CD. Donc, on a un prestataire qui cuisine en cuisine centrale. En revanche, dans les établissements, la fin de préparation et le service est faite par les services municipaux de la ville de Lyon. Donc, quand on a dit ça, on a donné beaucoup de contraintes. Et quand on est arrivé, nous, dans cet état-là, il a fallu voir comment faire, et étape par étape. Et Marie l'a bien dit, aller vite, mais sans précipitation, et passer les étapes pour pas les brûler. Donc, on avait un repas végétarien par semaine. On est passé à 2 dès septembre. Et le choix a été de travailler après sur le nouveau cahier des charges pour 2022, afin d'équiper la cuisine centrale pour travailler les recettes et les menus, pour qu'ils soient de meilleure qualité et non pas ultra transformés, effectivement. Et également, c'est un embarquement total des services, et également en fait, des citoyennes et des citoyens. Et ça, effectivement, ça prend du temps. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, alors déjà, n'hésitez pas, pour celles et ceux qui nous suivent sur Facebook, à nous poser toutes vos questions sur le chat et on y répondra ensuite. Ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre vous nous dise rapidement s'il y a une chose peut-être super enthousiasmante et une chose un peu difficile que vous avez rencontrée pendant cette instauration de menus végétariens ou que vous êtes en train de rencontrer à Lyon. Si vous pouvez revenir sur une réussite particulière, un obstacle qui vous a marqué. Et ensuite, j'aurai des questions plus précises pour chacun et chacune d'entre vous. Et puis, vous pourrez ensuite, bien sûr, réagir à la suite. Qui veut commencer peut-être Je vais commencer, on va continuer dans le même ordre si vous voulez. Allez-y. Alors au niveau de nous aussi, bien évidemment, au niveau de la réalisation et de la conception des menus, tout est fait pour l'équilibre alimentaire de l'enfant par des diététiciennes qui recherchent un objectif d'avoir des denrées qui ne sortent pas de l'industrie agroalimentaire toute faite. Donc on a associé des recherches de menus avec une stagiaire de 2e année qui nous explique un petit peu tout ça et qui, du coup, a réussi à entraîner les cuisiniers qui maintenant proposent des recettes maison qu'ils élaborent eux-mêmes avec au maximum l'utilisation de fournisseurs locaux ou inférieurs à 100 km à peu près pour arriver à avoir cet équilibre. Parfois, ce n'est pas toujours facile de faire ça dans les 10 km autour. Donc voilà. Donc l'enthousiasme pour nous, c'est moi je tourne dans les cantines actuellement avec le responsable de la restauration scolaire, des affaires scolaires, et actuellement je tourne dans les cantines et donc je peux m'apercevoir de l'enthousiasme délirant des enfants
par rapport au choix. Et donc, ils sont vraiment, et ils en laissent 10 fois moins dans leurs assiettes parce que c'est eux qui ont choisi, ils ont pris selon le choix, selon leur goût, et voilà, ils s'éduquent un petit peu à leur vitesse à eux, et on voulait redonner justement cette prérogative à l'enfant. Donc, ça a été le plus grand, la plus grande aisance, bien sûr, c'est le choix. Alors après, le plus grand obstacle, si on peut parler d'obstacle, la plus grande difficulté en tout cas, ça a peut-être été au niveau justement de notre restauration collective, de gérer cette double proposition pour essayer de faire le moins de gaspillage possible. Avec, nous, on a procédé par des étapes différentes. En effet, on a demandé dès l'inscription de l'enfant au niveau scolaire, on a demandé aux parents de se positionner pour ou du végétarien ou du standard, dans un premier temps pour arriver à quantifier les besoins. Et donc ça a duré 3 mois à peu près, de septembre, et à partir de novembre, on s'est aperçu que finalement, c'était bon pour tout le monde d'aller vers un choix végétarien chaque jour. Donc, bref, dès janvier, du coup, on a délibéré en décembre, et dès janvier, on a pu proposer à chaque enfant 2 entrées, une végé, une pas, 2 plats, 2 laitages et 2 desserts, de cette façon-là. Et parfois, quand ils ont des difficultés à choisir, les personnels de la ville, les agents de la ville leur coupent en 2 pour qu'ils goûtent aux 2. Voilà. Mais les bouilles des enfants qui choisissent, quand vous leur demandez, alors c'est bien, alors là, oui, voilà, c'est vraiment satisfaisant au plus haut degré de les voir. Hein. Ça montre que... Et ils mangent moins de pain, du coup. Ils mangent juste ce qu'il faut. C'est bien, ça donne envie. Marie Massard. Ouais, nous, on a encore peu de recul parce que c'est que depuis le 4 janvier. Malheureusement, je ne me déplace pas dans les cantines à cause des contraintes sanitaires. C'est une grande frustration, mais bon, j'ai pu quand même avoir quelques retours. Surtout qu'on a une stagiaire actuellement qui travaille sur le gaspillage alimentaire et qui a pu échanger un peu avec les enfants. Donc, quand on a lancé la conférence de presse, il y a eu quand même beaucoup de remarques positives. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Le jour de la conférence de presse, on a présenté le couscous végétarien avec uniquement des produits locaux. Et il a été très bien noté par les enfants puisqu'il y a eu 10 sur 10. Donc, ils étaient très satisfaits. Donc, déjà, ça s'était passé. C'était une satisfaction. Et on a constaté qu'il y avait moins de gaspillage alimentaire, mais avec les enfants qui avaient choisi. Parce que c'est vrai qu'on a constaté qu'il y avait des enfants qui choisissaient et des enfants qui étaient contraints. Et là, c'est plus compliqué. Mais bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Du coup, pour répondre à la question sur l'enthousiasme, c'est les retours positifs et la satisfaction. Sur la déception, il y en a plusieurs. Mais si je pouvais vous en donner une qui m'a marquée, et surtout qu'on n'avait pas du tout anticipé et que je trouve qui est intéressante, c'est l'aspect un peu stigmatisation de ressenti de certains enfants. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est assez compliqué quand même. Ça, on n'avait pas non plus bien anticipé que pour le personnel de distribution des repas, d'identifier. Nous, on avait déjà 3 options. On avait l'option dite standard. Alors, on essaye de changer ce nom-là. Vous comprenez pourquoi, mais c'est quand même un sacré casse-tête. On a parlé avec des collègues élus, puisque standard, ça laisse entendre que c'est ça la norme. Donc, on aimerait changer ce nom-là. Mais aujourd'hui, on a une option standard, une option sans porc, une option sans viande. Ça, c'est les options qu'on avait déjà. Et là, on a ajouté l'option végétarienne. Donc, ça fait 4 options. Même si chaque jour, il n'y a que 2 menus qui sont servis, pour le personnel de distribution, c'est quand même compliqué de savoir qu'est-ce qu'il faut donner, quoi à quels enfants. Et arrive au milieu de ça, en plus, les contraintes liées au protocole sanitaire, donc des difficultés à gérer. Donc, ça à gérer en plus. Et du coup, parfois, dans certaines écoles, ce n'est pas le cas partout, mais... le personnel ne sait pas comment distribuer et dit qui sont les VG, et les VG ils sont ultra minoritaires, donc ils se retrouvent à lever le doigt et à se sentir stigmatisés, moqués, ou alors on leur met des étiquettes physiques à côté de leur verre pour les identifier, ce qui n'est pas le cas des menus standards. Et moi j'ai eu au moins 2 témoignages d'enfants qui pourtant étaient tout à fait partants, aimaient les repas végétariens et qui ont souhaité revenir en arrière parce qu'ils se sont sentis mal par rapport aux autres. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un travail vraiment à faire avec le personnel de distribution des repas pour leur expliquer ce risque-là, leur expliquer l'intérêt des menus végétariens, mais c'est compliqué. Il y a plus de 1000 agents qui travaillent sur place, donc
cette sensibilisation. Donc voilà une des déceptions qu'on a pu constater sur le terrain. Merci beaucoup. Ludovic Brossard, allez-y. Et puis ensuite, Ouais, sur le point positif, je vais rejoindre ce qu'évoquent mes collègues, hein, à savoir la réception plutôt enthousiasmante des enfants ou des parents d'élèves, notamment sur l'alternative végétarienne qui a été mise en place en octobre. Mais ça, c'est dû aussi à un travail de fond qui a été mené par les services de la ville de Rennes, que ce soit au niveau de la confection des repas avec la nutritionniste, les équipes en cuisine qui avaient déjà l'habitude de cuisiner des plats végétariens, mais du coup qu'on pu mettre en place cette alternative végétarienne. Et puis l'accompagnement, Marie l'a évoqué tout à l'heure, l'accompagnement qui est important sur la convivialité à table, qui est indispensable, en accompagnant le repas d'une explication via le menu, via aussi le personnel en cuisine, qui va être en capacité d'apporter des informations aux enfants et leur dire tout simplement ce qu'ils vont manger ce midi. La limite, le frein, la déception, c'est plus dans l'optique en fait d'un deuxième plat végétarien. On s'aperçoit qu'on a un outil aujourd'hui, une cuisine centrale qui est un peu vieillissante. Là, on a entamé un travail pour réfléchir à une modernisation de cet outil-là, en adossant notamment une légumerie, parce que notre cuisine est plutôt limitée sur la confection de plats à partir de produits bruts. Donc aujourd'hui, on propose des plats végétariens, mais qui sont des plats transformés. C'est pas satisfaisant parce que c'est pas ce qu'on souhaite proposer aux enfants. Ça reste d'un point de vue nutritionnel acceptable, mais c'est sur l'enjeu relocalisation des filières que là on touche du doigt plutôt une limite d'avoir un outil qui est pas adapté pour confectionner des plats et notamment aller dans un court terme sur un deuxième plat végétarien. À moi je vais commencer par le point un peu négatif ou qui nous a posé question, c'est les contraintes dans lesquelles on se trouvait. Beaucoup de menus, près de 30 000, une cuisine centrale qui n'était pas équipée pour faire des repas végétariens, donc forcément des menus végétariens au départ qui étaient pas forcément d'une meilleure qualité, et du coup des choix à faire à ce niveau-là. Et puis aussi un changement de paradigme total sur l'approche de ce que l'on sert dans les assiettes des enfants. Donc ça a été on va dire, la contrainte principale, et qui s'est rajoutée en plus de ça à la contrainte sanitaire et mettre en place des protocoles sanitaires dans plus de 200 établissements sur la ville de Lyon, avec un service de 30 000 repas par jour. Ça a été, en plus de ça, par-dessus tout ce que je viens de dire, vraiment très, très compliqué. Voilà. Le point, par contre, très enthousiasmant et positif, c'est, je rejoins du coup mes collègues, la volonté de tout le monde d'avancer sur ce sujet-là. Les enfants, les parents d'élèves et également le secteur agricole. Nous, quand on est arrivé, la construction du nouveau cahier des charges, on l'a fait avec le secteur agricole. On l'a fait avec l'Association régionale de développement de l'agriculture biologique. On l'a fait avec la Chambre d'agriculture. Et le but, c'était vraiment de les mettre autour de la table pour leur dire, avec 30 000 repas, si on veut un objectif de plus de végétariens et plus de bio et plus de local, quel est l'état du territoire et comment la cuisine centrale peut être un outil de transformation ou de transition vers du bio, ou de transformation vers d'autres filières comme des filières de légumineux, et comment on peut travailler ensemble. Et ça a été vraiment enthousiasmant parce qu'on a eu une écoute et une co-construction qui était très, très chouette. Et on arrive là sur un cahier des charges où, dans le nouveau cahier des charges de la cantine scolaire, il va y avoir une instance tripartie entre la ville de Lyon, le prestataire et les représentants agricoles pour planifier au mieux le territoire autour de la ville de Lyon. Ça ne représente pas la restauration collective, même si les volumes sont très importants pour la ville de Lyon. Une purée, c'est plus de 10 tonnes de pommes de terre.
Malgré tout, ça ne représente pas grand-chose pour le secteur agricole, mais déjà, c'est un levier qu'on a et qu'on utilise. Et en plus de ça, ça permet un certain entraînement sur toute la filière. Et là, il y a eu vraiment beaucoup de répondants et c'était super enthousiasmant. Et surtout, on a pu mettre autour de la table également la ville de Villeurbanne, qui est juste à côté et qui fait 15 000 repas par jour. Et on a travaillé conjointement avec la métropole de Lyon, qui sert les collèges et qui fait 22 ou 25 000 pareil, repas par jour. Donc l'un dans l'autre, voilà, même si au départ on est petit, on agrège et on arrive à faire l'entraînement et le territoire est super répondant et tout le monde en fait n'attend que ça. Merci beaucoup Gauthier, ça me permet de passer à ma question justement que je voulais vous poser à vous et à Ludovic Brossard en priorité, puis ensuite Marie et Dominique pourront bien sûr réagir sur justement le lien avec les agriculteurs sur le terrain. Je sais que dans vos deux villes et vos deux métropoles, en fait, il y a une volonté très forte de travailler avec les territoires avoisinants pour structurer les filières agricoles, pour améliorer l'approvisionnement, qui soit de meilleure qualité et qui soit local. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être revenir un peu plus précisément, Ludovic, notamment, sur où est-ce que vous en êtes sur ça voilà, quelles sont les avancées de ce projet-là. Et puis ensuite, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu des freins techniques peut-être que vous rencontrez avec les professionnels de la restauration collective et les agriculteurs, ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas tant de freins que ça? C'est ce que semble dire Gauthier un peu. Hein. Et oui, peut-être des freins politiques aussi sur les collaborations entre les villes et les métropoles. Voilà, est-ce que vous pourriez revenir un peu là-dessus? Parce que c'est très intéressant, ça permet vraiment de voir à quel point l'instauration de menus végétariens, ça fait partie d'un projet global hein, de transition agroalimentaire des territoires. Donc, voilà. Allez-y. Effectivement, ce qu'évoquait Gauthier, c'était de dire que, et puis il a raison, sur la restauration collective, on est sur des volumes qui restent plutôt modestes hein, par rapport à ce qui est consommé sur un territoire. Mais néanmoins, effectivement, c'est un outil d'entraînement et qui va permettre, via la commande publique, en tout cas, nous, c'est le travail qu'on réalise en ce moment, via la commande publique, de favoriser des produits locaux, bio. Et puis, grâce au plat végétarien, on va aussi s'intéresser de fait à faire du sourcing et aller chercher des produits, notamment les légumineuses, les céréales, les légumes, qui ne seront pas forcément représentés sur notre territoire, sur notre bassin de vie. Donc, d'une part, via l'allotissement de nos marchés, et une chose concrète à évoquer, c'est que le fait qu'on ait mis en place un plat végétarien plus une alternative végétarienne, ça nous a permis de faire une économie qui nous permet aujourd'hui d'utiliser et de nous projeter sur des marchés viande qui vont être exclusivement sur de la viande en agriculture biologique ou en label rouge, sans OGM donc, à la fin de l'année. Et de là, permettre d'accrocher notre ambition, nous, d'être à 50% de produits bio et locaux avant 2025. Et effectivement, l'impact sur les filières, alors vous connaissez l'image de la Bretagne, plutôt une terre d'élevage. Effectivement, on a 100 millions de bêtes qui sont élevées sur la Bretagne. On en paye un prix fort. Socialement, économiquement, environnementalement. Je ne vais pas y revenir forcément sur les impacts environnementaux parce que ce matin, ça a été évoqué par l'AVF, le réseau Action Climat ou David Cormand, député européen, sur les enjeux climatiques, enjeux de qualité d'eau. Mais du coup, ça me permet d'évoquer va nous permettre, nous, de créer un appel d'air pour les agriculteurs, les paysans qui sont sur le territoire et qui aujourd'hui s'interrogent sur la diversification qu'ils seraient en mesure de réaliser sur leur exploitation agricole, dans la mesure où on doit absolument, et notamment la Bretagne, on doit absolument réduire la présence de la production animale. Et pour ça, on doit faire du sourcing encore et on a du mal à trouver en fait en Bretagne
des productions en légumineuses, en céréales suffisantes. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres productions. Et dans le cadre de nos marchés publics, on a créé du lien avec des groupements de producteurs, notamment en légumes, qui nous apportent des légumes en agriculture biologique et qui sont issus du territoire, donc de la métropole. Et évidemment, la ville de Rennes, comme n'importe quelle ville, doit se poser sur à la fois l'échelon métropolitain, mais aussi l'échelon régional pour développer cette relocalisation de la filière, et une filière qu'on doit aussi pousser vers l'agroécologie, quoi. Clairement, si on veut répondre durablement aux enjeux climatiques et environnementaux, quoi. Oui, du coup, je ne vais pas revenir sur les enjeux parce que sur la ville de Lyon, c'est les mêmes. Différence peut-être, c'est que donc la métropole de Lyon, à savoir, a une autonomie alimentaire de 5%. C'est-à-dire que ce qui est consommé sur la métropole de Lyon provient à 5% du territoire, et tout le reste est importé. Ça ne veut pas forcément dire que ce qui est produit part pas ailleurs et revient sur la métropole, mais en tout cas, en circuit court, voilà, on en est là. Donc, il y a du chemin à faire quand même, beaucoup de chemin à faire. Les communes n'ont pas la compétence agricole. Pourtant, la ville de Lyon, c'est une ville qui mange. Enfin, c'est 520 000 personnes. Si on fait un calcul à 1 kg de nourriture par jour, à peu près par personne, on est à 500 000 kilos qui doivent rentrer sur la ville pour nourrir tout le monde. Donc, ça a quand même une force importante, et on peut prendre ce prisme-là de la consommation quand même pour transformer tout le système alimentaire. Nous, les objectifs, c'est 100% bio, 50% local. Et quand on parle de local, on parle de 50 km autour de la ville de Lyon. Et en fait, en disant ça, on ouvre la porte à tout plein de problématiques parce que le territoire n'est pas prêt. Et du coup, on construit filière par filière. Qu'est-ce que ça veut dire du local? Est-ce que, par exemple, pour du maraîchage, c'est assez simple parce que c'est du produit brut. Par contre, dès qu'on parle de transformation, même de produits laitiers ou de viande d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'abattoir est ici? Est-ce que ça veut dire que la laiterie est ici? Est-ce que ça veut dire que le moulin est ici pour les céréales, etc. Donc l'enjeu, il est de travailler filière par filière là-dessus. On a de la chance d'avoir une métropole, nous, qui est un vrai département, en fait, au niveau de la ville de Lyon et de la métropole de Lyon, et qui, pour le coup, est de la même couleur politique. Donc, on travaille conjointement avec le vice-président à la métropole, Jérémy Camus, qui est en résilience du territoire et agriculture. Donc, c'est très utile, en fait. C'est d'autant plus utile puisque sur la ville de Lyon, intramuros, il reste un paysan. Voilà. Il ne reste plus qu'une seule ferme de 6 hectares. Voilà, donc on est forcément obligé de réfléchir au-delà de nos murs et de réfléchir au niveau métropolitain, voire au niveau régional, forcément. Voilà. Et d'avoir une approche un peu pragmatique sur quel est l'état de la filière, et surtout ne pas faire vase communicant, c'est-à-dire que le bio qui était aujourd'hui servi à un endroit va servir les cantines demain. C'est vraiment en fait un outil de transformation qu'on veut mettre en place et non pas de vase communicant vers nous. On aurait tout perdu si on faisait ça. Voilà, il y a quand même quelque chose sur lequel je voudrais revenir et qui est une forte contrainte aujourd'hui, c'est le fait de ne pas pouvoir mettre noir sur blanc dans un cahier des charges pour public la localité. Donc, en fait, on nous interdit de l'écrire. C'est pas conforme au marché public. Et du coup, on est obligé de passer par tout un tas de processus, d'aller chercher la traçabilité, d'aller chercher la saisonnalité, d'aller chercher l'impact carbone, mais on n'a pas le droit de dire dans un cahier des charges, je veux que mes produits viennent de X kilomètres. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet quand même aujourd'hui. Quand on parle de relocaliser notre agriculture, quand on parle d'avoir des territoires résilients, on est confronté aujourd'hui à une loi, une loi européenne, qui nous empêche de faire ça. Et ça, c'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet pour les consommateurs et les consommatrices, pour les collectivités, mais également en fait pour les paysans, et du coup qui sont obligés de rentrer dans un autre système de circuit long. On parlait de la rémunération. Enfin, ils étaient hier à Lyon pour manifester, notamment sur la rémunération. Ça, c'est un enjeu parce que si on était en direct et qu'on pouvait localement aller chercher la production, ils seraient mieux payés parce qu'il y aurait moins d'intermédiaires. Voilà.
Et si je peux me permettre de rebondir là-dessus, tout à fait d'accord, bien sûr, et sachant également que dans la loi Egalim, il n'y a pas non plus cet objectif de proximité. Donc, c'est aussi en termes de volonté politique. Donc, c'est vrai que c'est un vrai problème. Après, on trouve des stratégies et on y arrive heureusement. Donc, c'est vrai que c'est le travail de sourcing, d'aller chercher les producteurs, les agriculteurs sur place, de travailler avec eux. Alors, c'est très intéressant parce que du coup, on travaille avec eux en amont, on construit le cahier des charges en fonction de ça. Donc, nous, à Montpellier, on s'est fixé un objectif très, très ambitieux de 100%, d'atteindre 100% de bio et ou local d'ici la fin du mandat, donc d'ici 2026. On part pas de zéro, on part déjà d'une bonne base qui nous permet de fixer cet objectif, mais on sait qu'il va être très compliqué parce qu'il y a un certain nombre de filières qu'on n'a pas et c'est compliqué. Après, c'est vrai que le passage en menu végétarien nous permet aussi de passer, là par exemple cette année, on passe quasiment toute la viande en bio. Donc là, pour la première fois à Montpellier, il y a de la viande en bio qui génère quand même un gros surcoût. C'est vrai que la viande, c'est quasiment du simple au double. Après, sur Montpellier, on travaille aussi avec la métropole, avec la vice-présidente sur les questions alimentaires, Isabelle Touzard, qui est très engagée là-dessus, avec qui on travaille très bien. Donc ça, c'est vraiment important. Et il a été mis en place, alors ça, c'était déjà en place, un groupe de structuration des filières qui est animé par le directeur de la politique alimentaire de la ville de Montpellier. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler avec les acteurs locaux, les acteurs de la restauration scolaire de la ville, mais aussi des communes de la métropole, mais de travailler aussi avec la Chambre d'agriculture, avec le CIVAM, de travailler aussi avec les privés, avec Elior, par exemple, Sodexo, de travailler avec eux pour aussi les amener vers ça et les tirer vers ça, et qu'eux aussi ils consomment des produits de qualité, des produits locaux. Et donc, ce groupe de structuration des filières permet de structurer filière par filière, d'avancer, de dire collectivement, nous, nos besoins sur le territoire, donc ils additionnent, on a besoin de ci et ça, et on fait soit des visites sur place, soit on fait venir des producteurs pour essayer de travailler avec eux et qu'ils puissent anticiper et programmer. L'idée étant aussi de travailler avec des locaux et de les tirer vers des produits le plus qualitatifs possible en leur disant, nous, on a cet objectif-là, donc il faut que vous puissiez anticiper et d'être en capacité de nous fournir. Après, sur le travail avec les agriculteurs, on a aussi mis en place un comité de suivi de la restauration scolaire et notamment avec autour de la table des producteurs, des personnes qui nous fournissent, des chercheurs, des associations, des parents d'élèves. On a mis en place tous les acteurs de la restauration, qui sont concernés de près ou de loin avec la restauration scolaire. Alors, les seuls qui manquent, c'est les enfants, mais on travaille avec eux par ailleurs, puisqu'on travaille avec eux dans le cadre du conseil municipal des enfants. Et sinon, voilà, on a mis autour de la table tous ces acteurs-là pour avancer, pour qu'ils puissent à la fois être des garants, être des alertes ou forces de proposition pour nous, et puis aussi bien comprendre les enjeux, bien comprendre les choix, bien comprendre les contraintes, parce que même avec toutes les bonnes volontés politiques du monde, nous, on a la grosse difficulté, on a une cuisine centrale, mais qui est très, très vieille, qui a plus de 40 ans, et donc on est aussi limité à la fois en termes de place et à la fois en termes de capacité à faire maison. Donc là, on a aussi des projets de légumerie et d'investissement pour avoir la capacité à faire local et à faire avec des produits sains. Merci beaucoup. Dominique Duttard, peut-être si vous voulez réagir juste en quelques minutes ou pas, je ne sais pas. Je passe à la question suivante. Juste peut-être un complément que j'ai oublié de dire. Il y a effectivement l'enjeu de trouver les productions locales et fort, mais il y a aussi l'enjeu de la transformation, d'être en capacité. Je vous donne l'exemple, par exemple, des sauces tomates qu'on utilise beaucoup. Aujourd'hui, on achète des sauces tomates dans des boîtes de conserve, et on aimerait travailler avec la structuration des filières, mais aussi avec des transformateurs. Et là, on travaille avec le MIN de Montpellier. Donc, il se trouve que je suis également la présidente du MIN, donc ça facilite les choses. Et du coup, on travaille là-dessus pour développer un pôle de transformation et avoir un maximum sur place, à la fois les productions, la transformation, et que ça puisse arriver dans les assiettes de manière le plus courte possible.
Merci beaucoup. Dominique Duterte, peut-être un petit mot. Oui, alors moi, comme Marie, hein, j'ai pris mes fonctions au 1er septembre, enfin au mois de juin, si on peut dire, mais disons au mois de septembre. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Tout a été dit par mes collègues là, à la fois sur les difficultés rencontrées dans le sourcing, à la fois nous, on a constitué un GIP hein, qui s'appelle Chartres Métropole Restauration. Et donc, le directeur du GIP fait en sorte voilà, de contractualiser un maximum avec le local, avec le bio, autant que faire se peut, mais ça, c'est encore une difficulté, il y a des progrès à faire. Puis nous, on en est au balbutiement de toutes ces choses. Mais en revanche, là où on a une petite avance, c'est qu'aujourd'hui même, on a l'ouverture de notre nouvelle restauration collective, enfin restaurant cuisine centrale. Et donc là, je pense qu'on va pouvoir envisager d'autres choses. Mais bon, on n'a pas pour le moment créé d'objectifs. On se sert de cette expérience pour voir et puis pour étudier après l'orientation à prendre en fonction des constats qu'on pourra faire. Super, merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, je voudrais revenir sur une question un peu spécifique pour Marie Massart sur Montpellier, justement, parce qu'on parlait de communication au départ. Et voilà, je sais que vous avez fait un gros travail de communication auprès des usagers et des parents d'élèves. Vous en avez déjà un peu parlé avec les menus végétariens, enfin les recettes végétariennes sur les menus, etc. Est-ce que peut-être vous pourrez nous donner d'autres exemples concrets sur ce que vous avez fait ou ce que vous comptez faire et nous dire un peu pourquoi c'est important en fait pour vous de communiquer là-dessus auprès des parents d'élèves, d'informer au mieux. Voilà, tout à fait, il y a vraiment un enjeu d'acceptation et un enjeu de compréhension aussi de la mesure, puisque les retours qu'on a eus, en fait, on a eu heureusement plus de retours positifs que de négatifs. Les retours négatifs étaient essentiellement autour de on nous impose une option, enfin on nous impose de manger végétarien, ce qui n'était pas le cas puisque ça reste optionnel. Et puis après, des questionnements et des inquiétudes sur l'équilibre nutritionnel. Donc du coup, c'est vraiment important de pouvoir faire preuve de pédagogie à la fois pour les parents et pour les enfants. Donc on l'a fait au travers de la conférence de presse et comme je vous disais, au travers des dos de menus. Là, je vous le montre rapidement. Enfin voilà, d'un côté, on a les menus et de l'autre côté, on a le dos de menu. Et donc, on a fait toute une actualité autour des menus végétariens, en quoi c'est bénéfique pour l'environnement, pour la santé, etc. Donc, ça, alors malheureusement, c'est mal tombé parce que c'est tombé en plein protocole sanitaire et donc les parents n'avaient plus la possibilité d'entrer dans les écoles. Donc, ça, c'était des documents papier qu'on distribuait à tous les parents d'élèves et qui n'ont malheureusement pas pu être distribués. Mais après, on communique aussi via les réseaux sociaux et il y aurait un enjeu de communication vraiment via les agents. Alors là, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment réussi à le faire. On forme les agents de la distribution des repas. On en avait formé les années précédentes 300, mais ça reste très marginal et il y a besoin de renouveler très récemment. Donc, on a un plan de formation qu'on n'a pas encore pu mettre en place, mais on souhaite vraiment pouvoir faire ça pour pouvoir diffuser. Et c'est vrai que les agents ont parfois eux-mêmes des rapports à l'alimentation qui est pas forcément ils sont pas forcément très sensibilisés à la question. Donc, il y a un enjeu de les faire monter en compétences et de communiquer avec eux là-dessus. Donc, c'est leur faire accepter, faire accepter la mesure, faire comprendre l'équilibre nutritionnel, comprendre en quoi c'est un bienfait, savoir appréhender aussi de nouvelles recettes, de nouvelles manières de se nourrir. Donc, c'est aussi pour ça qu'on met des recettes. Alors, du coup, maintenant, j'ai demandé à ce qu'on mette, c'était déjà beaucoup le cas, beaucoup de recettes végétariennes. Il y a quand même un effet très positif qu'on a pu constater, c'est qu'il y a aussi une action à la mairie de Montpellier, c'est des sensibilisations au goût, alors qu'on ne fait plus trop en ce moment à cause du protocole, mais qui se faisait avant. Et on fait construire par des enfants des menus. Donc, on leur explique l'équilibre et on leur fait construire des menus. Et il se trouve que depuis 1 ou 2 ans, assez naturellement, ils construisent des menus végétariens, sans forcément que ce soit une demande, une commande. Donc, ça veut dire qu'on voit l'aspect positif, c'est-à-dire que dans leur tête, un menu, ce n'est pas forcément avec de la viande. Donc, ça, c'est vraiment des actions qui sont des actions un peu de fond, qui ne sont pas des actions de communication
fortes, mais qui sont vraiment importantes. On travaille aussi du coup avec le conseil municipal des enfants, je l'ai dit, et on leur fait travailler sur une communication aussi. On les a fait travailler à partir de dessins pour imaginer, comme là on est sur un projet de faire plusieurs unités de production pour remplacer la cuisine centrale. Et on leur a demandé de dessiner la cuisine centrale de leurs rêves en leur donnant quelques éléments, en disant voilà, on compte mettre des potagers, on compte faire des cours de cuisine, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, et essayer de… Donc, du coup, rien que ça permet de diffuser. On a au moins 65 enfants à qui on parle de notre projet, on explique ça, on les fait dessiner. Donc, ils ont quel âge? C'est des CM2. CM2. Voilà, une dizaine d'années. Comme action de communication, je crois que j'ai fait le tour. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est vraiment très important. Mais en tout cas, c'est très enthousiasmant et c'est vrai que vous en aviez déjà un peu parlé toutes et tous, je pense, sur l'implication des enfants, l'éducation au goût aussi. On voit que c'est très important et nous aussi, quand on fait des rendez-vous avec des élus comme vous, justement, c'est une question qui revient souvent et j'espère que du coup, ça donnera d'autres idées peut-être plus concrètes sur cette thématique-là. Je me permets peut-être d'avancer parce que j'ai encore 2 grosses questions à vous poser, puis ensuite il y a quelques questions du public et on veut finir à 15h30. Alors cette question-là, c'est plutôt pour Ludovic et Dominique, mais pareil, si vous souhaitez réagir après, n'hésitez pas. C'est la question de la laïcité, parce qu'il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est cette question de permettre d'offrir à chaque enfant, quelle que soit sa confession, un repas équilibré, donc vraiment de répondre à des enjeux de laïcité et puis de justice sociale finalement. C'est une question qui a beaucoup pesé dans votre décision de mettre en place une option végétarienne plutôt qu'une option sans porc qui était peut-être moins qualitative au début quand vous l'aviez mise ou quand c'était fait avant votre mandat. Donc c'était vraiment la question de répondre à une demande assez forte des parents d'élèves. Est-ce que donc vous pourriez nous expliquer déjà en quoi la mise en place de l'option VG est liée à cette problématique, parce que ce n'est pas forcément le lien directement, et donc qui est liée aussi à la question de la justice sociale, de la démocratie locale, finalement, puisque c'est la réponse aux demandes des parents. Et puis, j'aimerais que vous reveniez peut-être rapidement sur les retours des parents aussi. Est-ce que globalement, ils ont été positifs ou est-ce que vous aviez plutôt des remontées négatives ou des incompréhensions? Ça peut être tout le monde qui répond rapidement sur cette petite question. Je vais laisser la parole à Ludovic peut-être. Ouais, sur l'enjeu de l'alternative végétarienne, en fait, il faut savoir qu'avant sa mise en place en octobre 2020, on proposait déjà un plat sans porc, un plat sans gluten, et puis un régime spécial sans allergènes. Et le fait d'avoir ajouté une alternative végétarienne quotidienne a permis, c'est ce qu'on a constaté notamment sur les quartiers prioritaires de la ville, a permis de faire revenir en fait des enfants qui y étaient éloignés, notamment pour des questions religieuses ou des questions d'éthique. Et ça, c'est plutôt satisfaisant dans la mesure où voilà, on connaît les chiffres en matière de santé. Seulement 25% des enfants en France mangent plus de 5 fruits et légumes par jour, ce qui montre l'étendue des enjeux en termes de santé. Et de fait, le repas qu'on propose à la cantine scolaire va permettre de proposer en fait un accès à tous, de répondre à cet enjeu d'égalité d'accès à une alimentation équilibrée. Et donc effectivement, on se réjouit aussi que par là même, on puisse répondre aux enjeux de laïcité et évacuer la question des menus sans porc, sans stigmatiser aussi ces enfants. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Sur le retour des familles, donc effectivement, comme Marie, moi, je suis assez frustré de ne pas pouvoir manger avec les enfants le midi, mais voilà, le protocole sanitaire ne le permet pas. Et puis, je pense au personnel de cuisine, enfin aux personnels qui sont au service dans les restaurants scolaires, qui sont déjà un peu débordés à cause de ce protocole sanitaire. Donc, ce serait leur ajouter du travail inutile. Mais en tout cas, le retour a été plutôt bon. Alors, on a tâtonné au début, clairement. Il y a eu des loupés. Au début, les enfants, ils n'avaient qu'un plat
qu'un plat de légumes. Donc, ce qu'on a corrigé assez rapidement lorsqu'on a mis en place ensuite des plats plus équilibrés, légumes, céréales, légumineuses, où là, on a eu ensuite un très bon retour notamment des parents d'élèves sur cet aspect-là, quoi. Et puis, ça s'est accompagné, effectivement, comme l'a évoqué Marie, par des aspects ludiques. En fait, les services ont super bien travaillé sur des concours pour expliquer les enjeux d'une alimentation équilibrée, donc un peu moins carnée. Et puis, effectivement, et je le souligne encore une fois, une implication très forte des services des cuisiniers jusque dans les restaurants scolaires. Est-ce que Dominique Dutart, vous voulez peut-être… Oui, enfin bon, déjà, Ludovic a dit pas mal de choses. Juste, je voulais préciser que moi, je vais dans les cantines sur le temps médian en ce moment, mais je ne mange pas avec eux. J'ai mon masque, j'ai la distanciation, j'y vais accompagnée de 2 ou 3 représentants de parents d'élèves pour leur montrer justement, pour faire un petit peu de pédagogie et puis en fait, pour qu'ils puissent eux-mêmes visualiser comment ça se passe pour répercuter à l'ensemble des autres parents d'élèves. Donc ça, c'était pour répondre aux 2 personnes qui m'ont dit « nous, on ne peut pas y aller à cause des contraintes sanitaires ». En plus, nous, dans chaque établissement, on a quand même fait le gros effort d'arriver à respecter les contraintes fortes qui nous sont imposées par l'éducation nationale et qui changent malgré tout assez souvent. Donc, voilà. En termes après de sans-port. Nous, déjà, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas entendre, le sans-port. Parce que, alors c'est peut-être, vous allez peut-être dire que c'est se voiler la face, mais justement, on ne voulait pas stigmatiser et c'était cette approche-là, on n'en voulait pas. Donc, on avait des personnels de restauration scolaire qui savaient, bien sûr, puisqu'ils connaissent les enfants, et de ce fait, arriver à compenser, à leur donner autre chose. Mais le fait est que malgré ça, on avait quand même un petit peu de remontée d'insatisfaction. Et c'est ce qui nous a poussé à faire ce choix. Et il n'y a pas que le plat, hein, j'insiste, parce que dans l'entrée, vous pouvez avoir du porc, par exemple. Il y a une tranche de charcuterie, il y a un friand à la viande, il y a, etc., etc. Donc, ça ne va pas se nicher que dans le plat. Donc, voilà. Donc, on a eu effectivement, nous aussi, quelques petits calages à faire, notamment par rapport à la rentrée où les gens qui avaient choisi l'option végétarienne, puisqu'au début, ils ont eu un choix pendant 3 mois, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il fallait donner le choix tous les jours. Et donc, là, à ce moment-là, on a eu quelques petites réactions de gens qui n'étaient pas très satisfaits parce qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient, entre guillemets, lésés. Sachant que leurs enfants n'avaient pas forcément de viande, mais bon, on leur a expliqué les choses comme il fallait, et donc ça s'est aplani assez rapidement néanmoins. Je peux réagir juste là-dessus. Oui, rapidement, allez-y. Nous, c'est vrai qu'on avait déjà l'option sans porc, donc on n'a pas souhaité l'enlever, mais effectivement, je comprends tout à fait la démarche. S'il fallait la mettre, je pense que je ne la mettrais pas aujourd'hui. Mais oui, parce que vous m'avez dit, ça les stigmatise, et c'est vrai. Je pense que vous avez raison. Ouais, c'est possible. Mais il faut savoir qu'à Montpellier, c'est surtout l'option sans viande, même avant qu'on mette en place. En fait, on a 44% d'enfants qui sont inscrits sur le menu sans viande. Il y en a seulement 8% qui sont sur le sans porc et le pourcentage est très très faible aujourd'hui sur le menu végétarien. Et du coup, j'insiste là-dessus, c'est aussi assez flagrant de voir, et c'est pour des raisons culturelles, on le sait majoritairement, mais c'est aussi parce qu'on avait l'option sans viande. Alors là, ce n'est pas tout à fait sur le même sujet, mais j'insiste là-dessus pour les collectivités qui souhaitent le mettre en place. C'est parce qu'on avait l'option sans viande qu'on a pu mettre en place assez facilement l'option végétarienne. Parce que de passer de rien à une option végétarienne, ce serait très compliqué.
Nous, on n'avait pas énormément, hein, je ne me rappelle plus, mais quand on a fait choisir les parents au moment de l'inscription, on n'était pas dans une proportion considérable. On n'était même pas, on était entre 15 et 18%, je crois, de choix de menus végétariens, pas plus. Hein. Et on vient, nous, de basculer d'ailleurs là, en ce moment, il y a plus de 100 viandes que de standards. Ça, c'est 44%, Oh, ça évolue, 43%. hein, ça évolue, c'est sûr. Très bonne nouvelle. Oui. Au niveau de, je reviens à la communication, moi pour Marie là, parce que je vois que, mais vous mettez quand même tout ça sur support, je veux dire dématérialisé. C'est sur le site internet de la ville également. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Ouais. On a envoyé des mails aussi à tous les parents. On a réussi à récupérer le fichier, donc pour expliquer la démarche, on a envoyé un mail à tous les parents aussi. Et vous l'avez récupéré comment, votre fichier des parents en mail, sur les dossiers d'inscription? Je ne sais pas comment ils les ont récupérés, je ne pourrais pas vous dire. Bon, c'est intéressant. J'ai une dernière question donc, qui s'adresse plus particulièrement à Gauthier Chapuis, mais ce serait intéressant d'avoir votre point de vue à toutes et tous. Je voudrais revenir sur la polémique sur les menus sans viande à Lyon. Voilà, c'est vraiment toute la question des polémiques politiques que ça peut engendrer, ce changement culturel, parce que cette transition alimentaire, c'est vrai que c'est un vrai changement culturel assez important quoi, pour les enfants et pour les usagers, pour aussi les professionnels de la restauration collective. Donc au final, à Lyon, vous avez quand même bien réagi malgré tout ce que ça a pu engendrer. Pour rappel, hein, je rappelle rapidement, le maire de Lyon a décidé de proposer un menu unique sans viande, comme l'avait fait son prédécesseur Gérard Collomb l'an dernier, suite au nouveau protocole sanitaire mis en place par le gouvernement, mais vraiment pour des raisons purement sanitaires. Vous me direz si je me trompe, Gauthier Chapuis, mais en gros, c'est ça, il me semble. Et donc, voilà, c'était un menu unique sans viande pour que ce soit le plus inclusif possible. En tout cas, c'est ce que disait le maire de Lyon, mais le gouvernement ne l'a pas vraiment entendu de cette oreille. Et puis, ça a fait toute une polémique sur justement la question d'imposer des menus végétariens qui en fait n'étaient pas, moi je tiens à préciser que ce n'est pas des menus végétariens, c'est des menus sans viande. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait souvent du poisson, il y avait souvent des œufs dans ces menus-là. C'est pas forcément seulement des menus végétariens. Et voilà, donc le gouvernement a rebondi sur cette thématique en disant que c'était compliqué d'imposer ces menus-là à des enfants. Mais bon, je crois que la municipalité lyonnaise ne s'est pas laissé faire comme ça. Vous avez quand même bien réagi, vous avez réussi à aller de l'avant. Et je voudrais savoir, moi, comment vous avez réussi à vous assurer le soutien d'un certain nombre d'usagers. Parce que je crois qu'il y a quelques usagers qui ont essayé de vous attaquer en justice, mais finalement, la plupart n'étaient pas trop impliqués dans cette affaire-là. Et ensuite, avec un mois de recul, est-ce que vous avez fini par comprendre pourquoi cette polémique a pris une telle ampleur? Est-ce que pour vous, c'est juste politicien, ou est-ce que peut-être vous avez identifié un point chaud particulier sur le frein culturel que représente l'alimentation sans viande? Je vous laisse la parole. Déjà, oui, revenir sur le contexte, mais vous l'avez très bien dit, c'était une décision éminemment sanitaire. C'est d'ailleurs pas du tout venu de ma délégation alimentaire, mais plutôt en fait en accord avec l'éducation pour maintenir un repas chaud à tous les enfants sans dégrader le menu, c'est-à-dire sans enlever de composantes. Et du coup, de fait, on avait déjà enlevé le choix sur les entrées, enlevé le choix sur les desserts et sur les laitages. Et là, avec le 6e ou 7e protocole, je ne sais plus lequel c'était, on a décidé d'enlever le choix sur le repas, le menu central, enfin le plat protéique et l'accompagnement. Et de fait, de l'importance de l'appellation des menus, on a 2 menus à Lyon, le menu classique, classique qui comporte de la viande, et le menu sans viande que l'on hérite de l'ancienne mandature. C'est des appellations qui sont là. Et le menu sans viande qui, pour le coup, contient, comme vous l'avez dit, du poisson et des œufs. Et il s'avère que, comme à Montpellier, on est à peu près à 50-50 des enfants qui sont sur le menu dit sans viande et le menu dit classique.
Et du coup, par inclusivité, on a fait le choix, vu qu'on devait enlever les choix sur ce menu-là, on a fait le choix de prendre le menu qui était le plus inclusif, qui était le plus petit dénominateur commun, et qui était le menu sans viande. Voilà. Et de là est partie la polémique. Alors que ça avait déjà été mis en place lors du déconfinement par Gérard Collomb l'année dernière. Je pense que, alors déjà, ça nous a permis... c'était assez frustrant parce qu'on avait travaillé avec les agriculteurs pendant longtemps sur le cahier des charges, depuis septembre, et du coup, ça a réveillé des craintes et des peurs, etc. Une crainte de dogmatisme et tout ça. Donc, bon, c'était assez frustrant. Après, on les a rencontrés et on a réexpliqué ce que je viens d'expliquer. Et on les voit la semaine prochaine avec le maire pour réaffirmer le fait que le but n'est pas d'enlever la viande des repas à la cantine de Lyon, mais de faire en sorte qu'elle vienne de chez eux. Et que, par exemple, l'agneau ne vienne pas d'Irlande, que le poisson ne vienne pas de l'autre bout du monde. Voilà. D'avoir une approche territoire. Bref, ce que ça peut quand même sous-entendre, c'est que c'est un sujet qui est éminemment sensible finalement et qui transmet alors l'alimentation en France et puis en plus de ça l'alimentation et la viande à Lyon. Voilà, c'était quand même un sujet, on a touché un espèce de totem en fait. Et c'est pour ça, je pense que ça a explosé et que ça a enflé. Sous couvert, en plus de ça, d'agitation politique de la part de notre gouvernement qui ne comprend absolument rien à la politique alimentaire et qui, d'ailleurs, s'est même contredit au sein même de son gouvernement entre ministres. Donc, ça a été complètement ubuesque. Je pense qu'on en sort grandi parce qu'on a pu expliquer, mine de rien, l'impact de la viande, cette histoire de libre-échange et d'origine de la viande, de localité, etc. Et on en sort tellement grandi que la semaine prochaine, voilà, on reçoit tous les agriculteurs, tous les syndicats agricoles pour réaffirmer notre position qui n'est pas d'enlever la viande, mais d'en servir moins et de meilleure qualité à un prix convenable pour eux et pour nous. Voilà. Oui, enfin, il y a quand même eu un pas en arrière par rapport au sans viande qui avait été annoncé et qui a été, je dirais, publié. Non, il n'y a pas eu de pas en arrière. Ah, si, puisque vous dites que en fait, vous ne restez pas sur les bases du sans viande et que vous allez garder la production locale en viande. Alors, désolé, je ne comprends pas votre question, mais en fait… Parce que là, c'est juste contextuel, en fait. Oui, tout à fait. On va l'arrêter. Le but, c'était de faire en sorte de servir le repas jusqu'à peu près aux vacances de Pâques, d'avoir du recul au niveau des services pour voir comment on pourrait après réaffecter ça sous couvert de nouveaux protocoles sanitaires qui vont tomber. Mais le but, c'est pas du tout d'en faire un état de fait. Et la politique alimentaire que… Non, pas du tout. Alors, si c'est ça, non. Il y a la politique que l'on souhaite mener, c'est la revue du marché de la restauration collective au 1er septembre 2022 avec deux menus, un menu végétarien et un menu dont on ne connaît pas encore le nom et qui comportera de la viande, celui-ci. D'accord. Voilà. Mais là, c'est vraiment… On a dégradé la situation, en fait, pour faire manger les enfants. Merci. Ludovic Brossard souhaitait intervenir. Alors, je laisse la parole. Ouais, c'était pour rebondir sur ce qu'évoquait Gauthier. Et moi, je trouve que cette polémique, elle est arrivée au beau moment parce que en ce moment est en discussion la loi climat résilience et de fait, AVF avec d'autres structures, vous faites un gros travail de lobbying pour proposer et simplement appuyer ce qui était… vous m'entendez? Ouais. Simplement appuyer les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui a fait un super boulot là-dessus, et sur une alternative végétarienne. C'est une solution, la solution la plus efficace pour notre bonne. Ça saute un petit peu, je suis désolée. Pour dire que cette polémique-là est le son n'est pas bon. Peut-être si… Ouais. En attendant que Ludovic revienne, peut-être ajouter quelque chose sur cet aspect sensible et le fait d'avancer vraiment faire corps société autour de l'alimentation, c'est ce que disait Marie, la sensibilisation à tout ça et
changement d'habitude alimentaire dans nos assiettes, elle est prépondérante en fait. On le voit au travers de cette polémique, que l'alimentation, ça touche vraiment tout le monde et que c'est quelque chose de charnel presque. On a vraiment cette relation forte avec ce que l'on mange, et d'autant plus quand ça concerne les enfants. Et du coup, d'où l'intérêt. Et, bon, nous, on arrive un peu après finalement avec Lyon, mais on va s'inspirer de ce que fait Montpellier et de ce que fait Ludovic également. Voilà, ça passe par les vergers, ça passe par la végétalisation des cours d'école, ça passe par le plan d'éducation où on a un axe alimentation. Maintenant, avec Stéphanie Léger, l'adjointe à l'éducation, qui a mis en place dans le PEDT, donc le plan d'éducation, un axe alimentation. Ça passe par le travail au travers du conseil municipal des enfants, parce que n'oublions pas qu'en fait, c'est les premiers concernés. C'est eux qui mangent tous les jours à la cantine. Et ça passe également, nous à Lyon, par l'accompagnement avec l'Institut Paul Bocuse qu'on a la chance d'avoir et qui nous accompagne sur toute la recherche de comment changer les habitudes alimentaires et l'impact que en fait, l'assiette peut avoir sur les enfants. Je voudrais juste rebondir là-dessus, Gauthier, parce que je ne veux pas qu'on oublie quand même que seulement 4 repas, si on compte les goûters, il y en a 28 dans une semaine, hein, et ils prennent 4 repas à l'école seulement. Donc, faut pas non plus, moi de temps en temps, quand j'ai des parents comme ça qui sont éventuellement très vindicatifs, il m'arrive de leur rappeler qu'ils ont toute possibilité, comme ils ont connaissance des menus qui sont effectivement communiqués via le site de la ville. Donc, il y a du gros boulot de fait de partout. Et donc, de temps en temps, il faut aussi savoir relativiser les choses, quoi. Je vais laisser Marie réagir et j'en profite. Ajouter quelque chose sur la sensibilisation qui est vraiment importante. Moi, je pense qu'il y a aussi un public à sensibiliser, c'est les enseignants. C'est pour ça qu'on les a intégrés, nous, dans notre comité de suivi de la restauration scolaire, parce qu'ils ont un rôle très fort qui peut être à la fois positif et négatif, parce que ce qu'on constate aussi, c'est ce qu'on appelle cantine bashing, c'est-à-dire qui consiste à dire que la cantine c'est pas bon et que voilà, et qu'il y a peut-être des générations de gens qui ont mangé à des endroits où c'était pas bon, où l'objectif c'était juste de nourrir des enfants à moindre coût et il n'y avait pas de volonté de qualité alimentaire. Donc moi j'ai déjà vu ça sur Montpellier avec des enseignants qui disent mais de toute façon la cantine c'est pas bon, etc. et qui diffusent ça aux enfants et qui du coup les font intégrer cette dimension-là que la cantine c'est pas bon. Et à l'inverse, quand on a des enseignants qui sont engagés, qui font des travaux sur l'alimentation. Et en plus, c'est absolument génial parce qu'autour de l'alimentation, on peut aller sur toutes les matières, on peut travailler sur toutes les matières. Donc, pour les enseignants qui ont compris ça, et moi, j'essaye de travailler avec eux. Je me mets à leur disposition pour pouvoir échanger avec eux et on voit un effet vraiment démultiplicateur quand il y a une classe qui travaille là-dessus. Moi, j'ai reçu récemment une pétition d'enfants. Alors, je ne sais pas quelle était l'origine, qui c'est qui a mobilisé les enfants là-dessus ou si ça vient d'eux-mêmes. J'ai eu une pétition pour demander du bio et du local à la cantine. Alors, j'ai trouvé ça super, donc je vais leur répondre et leur dire que je suis prête à aller les voir et discuter de ça avec eux. Mais voilà, je pense que c'est vraiment tous les adultes qu'il faut toucher. Il n'y a pas que les parents d'élèves, ni les agents de distribution. Merci de rappeler effectivement la mobilisation de la jeunesse. C'est vrai que on voit nous aussi de notre côté qu'elle est de plus en plus forte sur la cantine, en fait, et que ce soit à la fois la jeunesse et puis les politiques, les usagers, les professionnels. C'est un sujet, la cantine, qui était peut-être pas très en vogue, on va dire, il y a quelques années, et qu'il devient parce qu'on se rend compte que ça rejoint beaucoup de sujets, l'éducation, l'alimentation, la résilience, tout ça. Donc, c'est très intéressant. Alors, comme on arrive au bout là, de notre temps et que vous avez en fait assez répondu aux questions du public au fur et à mesure que j'allais vous poser, puis bon, on a à peu près répondu, je vais peut-être vous laisser un dernier tour de table, un petit mot de conclusion sur voilà, le portage politique des menus VG dans les collectivités. Dominique Duttard, peut-être, si vous voulez commencer. Écoutez, d'abord, merci de nous avoir conviés, la ville de Chartres, à ce colloque en visio. Ce n'est pas une mince affaire, en effet, que de mettre ça au programme. Et on combat petit à petit les petites résistances. Et je pense qu'on va dans le bon sens, sans brusquer les choses et surtout sans contraindre, avec effectivement, en essayant d'avoir l'adhésion de tous, en priorité des enfants, pour ce qui nous concerne.
Merci beaucoup. L'implication des enfants est beaucoup ressortie, je vois. Oui. C'est très important. Ludovic, peut-être? Mais ouais, je vous remercie pour cette visio. En fait, effectivement, c'est la question de l'alternative végétarienne, c'est une question qui est intéressante parce qu'elle permet de voir quelles sont les limites aujourd'hui et nos capacités à reprendre en main notre alimentation localement. On le voit, nous, on s'interroge sur nos capacités à mobiliser des agriculteurs sur l'approvisionnement local, la restauration collective scolaire. Et pour autant, cette mobilisation des agriculteurs pourrait se traduire par une création d'emplois assez importante, puisque pour produire des légumes, pour produire des céréales, pour produire des légumineuses, on a aussi besoin de paysans. Je pense que le moment est important parce qu'on a à la fois la loi climat qui est en discussion à l'Assemblée, donc il faut continuer à mettre la pression à nos députés pour qu'enfin on prenne la mesure de ce que changer notre assiette et changer ce qu'on consomme peut avoir des implications importantes sur le réchauffement climatique et l'environnement. Et également, avec les échéances électorales qui arrivent, il faut qu'on continue à montrer que l'alternative végétarienne, c'est une solution qui n'est pas chère déjà et qui permet de répondre à une multitude d'enjeux. Donc, on a beaucoup évoqué les enfants, donc via le prisme santé, convivialité, éducation à l'alimentation. Il y a aussi l'enjeu effectivement d'égalité d'accès à une alimentation saine, équilibrée et locale, parce que derrière les enfants, de sensibiliser les enfants, c'est sensibiliser aussi leurs parents, mais c'est sensibiliser aussi de futurs citoyens. Et puis c'est réinterroger aussi notre rapport au vivant, hein, le fait de consommer des produits végétaux, quoi. Donc tout ça, je trouve, va dans le bon sens. Effectivement, on a besoin d'avoir peut-être des marges de manœuvre supplémentaires et donc un peu plus de courage politique à une échelle européenne ou une échelle nationale pour favoriser l'alternative végétarienne quotidienne dans nos cantines. Merci beaucoup. Marie Massard. Oui, déjà merci pour cette invitation et ces échanges. Effectivement, le portage politique, il est absolument nécessaire et il faut y croire, hein, faut rentrer dans le sujet, il faut comprendre les enjeux. Je remercie au passage la ville de Lyon parce que c'est vrai que cette polémique a été portée au niveau national et finalement ça nous a bien aidé pour faire connaître, faire comprendre et avoir un retentissement national finalement. Donc c'est vrai que ça a été un accélérateur finalement de ce sujet-là. Après, il faut vraiment avoir une vision globale. On en a parlé dans les débats, mais de l'alimentation, ce n'est pas uniquement, et c'est déjà beaucoup, hein, la qualité de ce qu'on a dans son assiette, la qualité des produits. On l'a dit, il y a l'aspect pédagogique, mais il y a aussi des aspects sur lesquels nous, on souhaite travailler. C'est aussi le confort, le plaisir, lutter contre le bruit. Enfin, c'est tout un environnement, c'est-à-dire de prendre du plaisir au repas. Il y a aussi tout un effet... on va dire peut-être un effet placebo, mais les conditions de prise de repas et de la présentation et comment c'est présenté va avoir un effet très important sur le sentiment que le repas est bon ou pas. Après, il y a la dimension politique qui est importante, qui est forte, mais la dimension technique aussi, on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, j'ai la chance à Montpellier d'avoir un directeur de la politique alimentaire très engagé là-dessus, toute une équipe engagée aussi. Et c'est vraiment ça qui facilite le fait de pouvoir développer une politique alimentaire vraiment vertueuse et vraiment bien. Donc, si ce n'est pas le cas, il faut réussir à convaincre, à faire comprendre, parce que là-dessus encore, je pense qu'on ne peut pas forcer les choses. S'ils n'y croient pas, s'ils n'ont pas envie, le fait de former les cuisiniers, qui eux, dans leur formation initiale, ne sont pas forcément habitués à cuisiner le végétarien, par exemple. Il faut vraiment travailler ça avec eux et réussir à les convaincre du bien fondé pour tout le monde. Donc l'équipe, les techniciens, c'est tout aussi important que la volonté politique et que le portage politique.
Absolument. On a une conférence tout à l'heure, dans une demi-heure, en fait, sur la formation des techniciens et des cuisiniers. Et demain, on abordera aussi plus en détail les liens, enfin, les collaborations possibles entre élus, techniciens et agriculteurs notamment. Mais effectivement, tout ça est très lié. Gauthier Chapuis, je vous laisse le dernier mot. Merci à toutes et tous, en fait. Déjà, merci de l'invitation. Moi, je voudrais revenir sur ce que vient de dire Marie, parce que je pense que c'est essentiel. L'alimentation, c'est aussi le plaisir et le partage. Et là-dedans, ça commence à l'école. C'est d'ailleurs ce qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein. Ce n'est pas vraiment la gastronomie en tant que telle qui est classée. C'est le repas et qui induit le partage, qui induit le lien au travers de la famille, au travers des relations amicales. C'est ça qui est classé. C'est ce partage-là qui induit aussi le lien avec ce que l'on mange, qui vient d'autour et qui nous rappelle que l'on est corps et âme prenant dans la nature. Et ça, c'est très important de le rappeler parce qu'on a effectivement tendance un peu à l'oublier. Mais c'est avant tout ça de manger, c'est de manger ensemble et c'est de faire société en fait. Et au-delà du coup de rajouter du bio, du local et du végétarien, il y a aussi cette dimension-là qui est absolument essentielle, qui nous manque, nous adultes, parce que les restaurants sont fermés actuellement, mais que l'on peut retrouver au travers déjà même des tout petits dans les salles de restauration et qui est du coup incontournable et qu'il faut préserver. Voilà. Merci beaucoup pour ces derniers mots. Mais je vous remercie, moi, toutes et tous, hein, d'avoir accepté l'invitation et je rappelle que vraiment vos villes sont exemplaires et a priori, on a d'autres villes là, qu'on suit, qu'on accompagne et qui devraient aussi passer à l'option végétarienne et ou de menus hebdomadaires dans les prochains mois. Donc, bravo à vous, vraiment. Et puis, continuez sur cette lancée. Nous, on est vraiment là pour accompagner tous les élus locaux qui le souhaitent. Voilà, donc merci beaucoup à tous ceux qui ont assisté à la conférence et puis à vous d'avoir accepté l'invitation de l'AVF.